Chaque jour, les hommes préparent des armes pour faire la guerre aux mouches. Chaque nuit, cette usine située au fin fond du Mexique produit des dizaines de millions de mouches atomiques pour essayer de stopper l'assaut quotidien des mouches tueuses. Mangeuses d'hommes, mangeuses de bétail, les Lucilies bouchères sont des tueuses. Leur tactique consiste à repérer une plaie pour pondre. Les femelles fécondées peuvent leur injecter en quelques secondes plusieurs centaines d'œufs. Mais la menace vient après l'éclosion. Les larves affamées sont carnivores et en quelques jours, elles peuvent transformer une plaie en trou béant de 10 cm. Une fois repu, l'asticot quitte sa victime pour rejoindre la terre où il se transforme en mouche. Chaque femelle pond près de 4000 œufs. Un véritable cauchemar. Les mouches tueuses ont été découvertes avec la conquête du Nouveau Monde. Les Indiens, emprisonnés par les Espagnols, étaient marqués au fer rouge. Les Lucilies profitaient de ces plaies pour déposer leurs œufs. De véritables mines à retardement. Les Indiens mouraient dans des souffrances indescriptibles. Les mouches innombrables pondaient même dans les narines. Plus tard, elles firent des ravages dans les bagnes avant de lancer leurs attaques à grande échelle. Ce sont 2 traqueurs de mouches américains qui eurent l'idée d'employer la physique nucléaire pour stériliser les mâles en observant le comportement des femelles qui ne s'accouplaient qu'une seule fois. Les mouches atomiques sont en fait des mouches irradiées avec une source de rayons gamma pour être stérilisées. Objectif, produire l'arme parfaite, des armées de mouches mâles stériles en quantité industrielle. Lâchés sur les champs de bataille, ces mercenaires stériles s'accoupleront à la place des mâles vaillants et les femelles qui ne copulent qu'une seule fois ne pourront procréer de nouvelles générations. La course contre la montre commence alors pour acheminer des millions de mouches atomiques stériles sur les zones de combat. C'est bon, mouche 1. Come as you're coming. Let's bomb the sheep this time. Vamos, vamos! Pour protéger le Nicaragua, des millions de mouches atomiques stériles sont acheminées chaque nuit du Mexique. Mais avant de les bombarder à l'échelle d'un pays, on organise de nombreux tests de largage par avion. Alan dirige la campagne du Nicaragua. Les tests de largage sont concluants. Il a décidé de bombarder la zone du grand volcan. Tout le pays doit être quadrillé, aucune zone ne doit rester vierge. Avant le départ, chaque tube de largage est vérifié. Les forces aériennes des mouches atomiques du Nicaragua sont composées d'une flotte d'une dizaine de bombardiers légers. 100 millions de mouches atomiques sont larguées chaque semaine sur les zones de combat. Alan et son équipe se rendent régulièrement dans les villages pour informer la population. Gusano baranador es una mosca
que ataca La Lucilie bouchère todos est une los mouche qui animales attaque que tous les tienen êtres à sang sangre chaud. caliente. Animales como los humanos, Les humains, animales como caballos. les chevaux. Cualquier animal que tiene sangre caliente, esta mosca va a atacar. Y esta mosca no vive con nosotros C'est une en mouche la qui ne casa. vit pas comme vous dans la No maison. toma cerveza, no toma leche, Elle ne boit pas de lait, no quiere comer la comida Elle ne fait rien de comme nous. nosotros. À mon arrivée ici en 1992, nous avons trouvé autour des montagnes beaucoup d'habitants, adultes et enfants, infestés. Les gens croyaient qu'ils étaient ensorcelés et personne n'osait les toucher par peur du même destin. Ces personnes étaient bannies du village jusqu'à leur mort. Dados por miasis. A ellos se les debe asegurar buenas condiciones de vida para que puedan Les mangeuses d'hommes reculent aujourd'hui au Nicaragua. D'autres pays d'Amérique centrale seront bientôt protégés par les mouches atomiques stériles grâce à la coopération internationale dirigée par la FAO, l'Organisation des Nations Unies. Mais la guerre coûte cher, plusieurs centaines de millions de dollars. Alan et son équipe ont cependant trouvé le moyen de faire de l'information à bon marché en peignant plus de 50 000 mouches atomiques sur les murs des maisons. Les caballeros peuvent dormir tranquilles, mais la victoire n'est que partielle. D'autres divisions ailées attaquent l'Afrique. En Afrique, depuis des siècles, les mouches tsetse, responsables de la maladie du sommeil, mènent une guerre d'usure contre les hommes et le bétail. Stéphane fait partie des forces françaises, l'IRD et le CIRAD, mobilisés dans cette guerre des nerfs. Il arrive à Stéphane d'être obligé de négocier avec les chefs de village la pose des pièges dans les lieux sacrés. C'est très souvent difficile, mais on ne peut pas lutter efficacement contre les mouches si on ne traite pas partout, même dans les zones interdites. Là, c'est impeccable, là. On est en plein dans la zone rouge. Là. Ouais, Grâce à des prévisions cartographiques précises, les zones dangereuses sont déterminées et les pièges rapidement mis en place. Okay. L'information des populations et la prise en compte des coutumes sont capitales pour la réussite des opérations. Plus de 100 000 pièges mortels ont été installés dans toute l'Afrique, mais leur coût reste élevé. Cibler les sites des pièges devient une nécessité. Voilà, on est juste là sur l'image satellite, là, tu vois. Ok. Donc, c'est Les bon. tsetse sont aujourd'hui traqués grâce aux satellites. Stéphane a en effet mis au point une méthode qui permet, en croisant les données fournies par les images satellites sur la végétation, les cours d'eau, la présence d'animaux, de prévoir les zones de prolifération des tsetse. Ce chasseur de tsetse high-tech a parcouru le Burkina Faso pour vérifier ses prévisions théoriques sur le terrain. Collal Dorifolia, Erythropleum africanum, Combretum, Ficus ficus, et je vois des traces de coco. Oui, non, regarde, Même des œufs. Hein. il y a un nid là. C'est lui, ils vont faire. J'ai une belle mare, coco. Mais la galerie est vraiment ouverte. Les cours d'eau infestés de crocodiles sont les repères idéaux des tsetse. D'ailleurs, 40% d'entre elles, heureusement pour nous, font un menu exclusif de crocos. Femelles comme mâles, les tsetse sont dotés d'une trompe piqueuse qui leur permet de boire à la paille. Affamées, elles ne lâchent pas facilement leur proie. Cette tsetse n'est pas en train de prendre son vol. Elle subit la fougue d'un jeune mâle. Chez les tsetse, il n'y a pas de préliminaire dans les rapports amoureux, peut-être pour ne pas s'endormir pendant l'acte. Décidément très directes, les tsetse ne pondent pas d'œufs, mais accouchent d'une larve tous les 10 jours. Cette larve s'enfonce rapidement dans le sol meuble et au bout d'une demi-heure donne une nymphe d'où va éclore une nouvelle tsetse. C'est grâce au gonflement d'un airbag qui saillit sur son front
que la mouche quitte son fourreau. Cette suceuse de sang introduit par sa trompe des parasites, les trypanosomes. Très vite, ils vont migrer dans le cerveau de ses victimes, hommes et bétail, et déclencher la maladie du sommeil. Les journées de Stéphane se terminent souvent par une longue observation des mouches récoltées. Les enfants ne manquent pas de commenter les histoires de ces blancs qui chassent les mouches de bien curieuses façons. Stéphane reste persuadé que si le piégeage est la meilleure arme contre les tsetse, il n'est pas possible économiquement de poser des pièges partout. Seul l'espionnage par satellite permet de sélectionner efficacement les zones de combat. Oh là oui. Monsieur? Monsieur? Oui. Bonsoir. Oh, ça va? Vous dormez comme ça tout le temps? Le jour, la nuit, toujours? Bon, vous allez au champ encore? Vous travaillez? Bon, écoute René, tu l'examines là parce que... Bébé. Oui, il y a des adénopathies. Oh, mais ça m'étonne pas, il est en phase secondaire bien avancé là. Oui. Les bataillons de mouches tsetse ont ravagé l'Afrique. 500 000 morts dans le bassin du Congo en 1930. Face à cette hécatombe, un médecin colonial français, le docteur Jameau, surnommé le Chevalier Blanc, a utilisé les techniques militaires. Il est allé dans tous les villages recenser les gens et prélever une goutte de leur sang. Pour les positifs, c'était le traitement, qu'ils le veuillent ou non. Les méthodes militaires du Chevalier Blanc semblent expéditives, mais le fléau est stoppé net par la maîtrise du réservoir humain. « 100 000 personnes sont ainsi sauvées du sommeil éternel. Mais aujourd'hui, avec 50 millions d'Africains menacés, la guerre des tsetse explose. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, tu coupes et tu mets les 10 autres là. 1. Vas-y. 2. 3. Ils sont dans l'ordre des noms ou pas là? Tu vas. Sanou, il y a un malade là. Donc, le jeune homme là, il est dépisté positif, il faut lancer l'interrogatoire. Dans la journée, quand tu es assis, est-ce qu'il t'arrive de dormir tout seul? Avant d'aller se faire traiter, tu ne dormais pas? Je dormais. Oui, quand tu es assis dans la journée, tu dors? Ouais. Est-ce que ton sexe, ça démarre bien? Ça démarre pas. Le contrôle et le traitement de la maladie sont efficaces en Côte d'Ivoire, mais peu de pays d'Afrique ont des équipes sur le terrain, et les tsetse continuent dans certains villages à contaminer 3 personnes sur 4. Des mini. Tant que toi, tu n'es pas soigné, la mouche là, elle va te piquer et elle va remettre la maladie à tous les enfants là. Tout le monde peut avoir la maladie. Tant que toi, tu n'es pas soigné, il y a le risque pour toute ta famille, pour tout le quartier, pour tous les enfants. Et ça, c'est important. En Afrique, les mouches ont bon dos. Certains vieux pensent encore que les tsetse naissent dans cet arbre géant, l'iroko, et qu'il y aura toujours des mouches tant que les irokos seront là. Pour d'autres, comme ce camelot ambulant, la maladie du sommeil s'attrape lorsque par malheur on croise au cœur de la forêt une sorte de gros animal qui dort tout le temps. Cet homme ne se mouche pas du coude en vantant une poudre qui soigne tous les troubles de la maladie du sommeil. Tous les arbres ont leurs secrets, mais pas pour Zoda, qui utilise leur nature contre la fatalité de la maladie du sommeil.
Des guérisons inexpliquées semblent confirmer les vertus de certaines plantes. Certaines mouches font de la médecine sans le vouloir. Leur corps est en effet, comme celui de beaucoup d'insectes, recouvert de substances antibactériennes. Au Mexique, les mouches thérapeutiques font mouche. Igualmente pedimos por todas nuestras familias y pues así sea. Si les mouches assistent les guérisseurs, elles sont également précieuses pour les chirurgiens. C'est le cas de certaines larves qui s'attaquent exclusivement au tissu mort des plaies. John Church est surnommé Maggot Man, l'homme asticot. J'ai vécu une expérience extraordinaire il y a quelques années. Un homme a quitté l'autoroute, traversé le pare-brise. Il avait des blessures terribles à la tête et à la poitrine. Il est resté allongé près de sa voiture pendant 3 jours. Puis la police l'a amené à l'hôpital. Les infirmières étaient horrifiées et dégoûtées quand elles ont aperçu ses blessures pleines de larves. Mais quand je suis arrivé, j'ai remarqué que ses plaies étaient propres et saines, à tel point que nous n'avons même pas eu besoin d'aller au bloc opératoire. Ainsi, j'ai compris l'intérêt des asticots et l'on m'a baptisé l'homme asticot. Pour obtenir des larves stériles, un procédé top secret est employé par le seul élevage au monde situé au pays de Galles. Pour John, la chirurgie demande trop de personnel, alors qu'une seule mouche femelle produit assez d'asticots pour traiter 5 patients 24 heures sur 24. Son kit de soins, composé de 500 larves stériles, ne coûte que 700 francs. Mais l'asticothérapie suscite trop d'inhibition. Beaucoup ne l'utilisent qu'en cas d'impossibilité de recourir à la chirurgie ou d'insuccès des antibiotiques. Bonjour John. Je vois qu'on applique les asticots sur votre plaie. On vous en a déjà appliqué de cette façon? Non. Non, évidemment, ils sont très petits. On peut les voir se balader dans la plaie. Ils ont commencé à se nourrir de la chair infectée. John, cela fait quelques mois maintenant que cette plaie a guéri. Comment ça va? Bien. Si je l'examine comme ceci, c'est douloureux? Non. Il y a eu une infection? Non. Bon, voyons maintenant comment vous vous tenez debout. Appuyez-vous sur la pointe des pieds. Oui, descendez. Tout va bien? Oui. Excellent. John, c'est la photo des asticots sous la gangrène de votre peau. Vous les sentiez? Oui, oui, ils bougeaient. Ils bougeaient? Ils vous chatouillaient? Oui. Sur celle-ci, la gangrène était partie. Mais il restait un peu de tissu jaunâtre qui a été mangé par le lot suivant d'asticots, n'est-ce pas? Oui. Ensuite, il y a eu guérison totale. Oui, oui. Avec du recul, qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est incroyable. Aujourd'hui, 300 centres de traitement sont ouverts au Royaume-Uni et plus de 1500 personnes sont déjà traitées par l'asticothérapie. L'Angleterre détient un autre record en matière d'asticots. Le plus gros producteur européen est anglais et il règne sur un asticot market de pêcheurs de plus de 60 millions de francs, de quoi déclencher des vocations. Devenir le roi de l'asticot, c'est possible. Imaginez, un seul couple de mouches sans prédateurs et dans des conditions idéales d'élevage peut en une année engendrer théoriquement une descendance
qui recouvrirait de plusieurs mètres les terres émergées de notre planète. La demande du public va aux gros asticots, et c'est sans doute pour cela que les secrets de fabrication de certains élevages restent jalousement gardés. Seuls les asticots profitent de la nuit pour se faire la malle. Miss Thatcher est l'un des 3 hiboux policiers embauchés par l'usine d'asticots. Grâce à ses capacités visuelles, elle peut en une nuit, d'après les heureux propriétaires, intercepter près de 50% des fuyards, et c'est tant mieux pour le voisinage. Cet homme n'est pas un collectionneur d'asticots, mais le père de l'entomologie criminelle. Il utilise les asticots et les mouches pour dater la mort des victimes et déterminer les circonstances des meurtres. Son diagnostic apporte des éléments clés aux enquêtes. Calliphora vicina. Le plus souvent, les cadavres de Marcel sont découverts en décomposition. Et c'est en étudiant le développement des asticots pondus sur les corps qu'il détermine la date du crime. Marcel a été sur toutes les affaires qui ont secoué la Belgique ces dernières années, notamment les affaires d'enfants maltraités, où les asticots trouvés dans les couches ont permis de déterminer depuis combien de temps ils étaient négligés. La nature du développement des larves de mouches sur les cadavres permet également de prouver les morts par overdose de cocaïne et d'héroïne. J'ai été expert dans une affaire qui traînait depuis plus d'1 an, où 3500 personnes ont été interrogées sans résultat, et ce sont les larves d'une seule mouche trouvées sur le cadavre d'une adolescente partiellement carbonisée qui a permis de fixer exactement la date du déroulement de l'affaire criminelle. Le tueur-violeur a été condamné à la perpétuité. Les conclusions sont toujours les mêmes après une centaine d'affaires criminelles menées par Marcel. Selon les conditions climatiques, les travailleurs de la mort opèrent en différentes escouades. La première est composée de mouches à viande, les Calliphora, et elles interviennent en principe dans les premières heures qui suivent la mort du cadavre. Puis la deuxième, 8 à 10 heures après le décès, ce sont les pondeuses, les mouches vertes, et enfin les coléoptères, les acariens et d'autres mouches. Ouais, ok. Véritables appâts à mouches, les chasses au parapluie mouillé ont permis à Marcel et à son épouse de se constituer l'une des plus grandes collections. Ah! Ben, il en vient, hein? Il en vient. Comment on la voit bien? Oh, elle est super comme ça. Regarde ses ailes. Tu vois? Tu vois, Marcel? Marcel n'est pas homme à gober les mouches. Ces chasses lui sont indispensables pour être capable d'identifier facilement, sur les affaires criminelles, les nombreuses espèces. Avec un cerveau pas plus gros qu'une tête d'épingle,
la mouche Calliphora peut repérer, grâce à son odorat, un corps en décomposition à plusieurs kilomètres de distance. Ses yeux opérationnels sur 360 degrés lui indiquent la meilleure procédure d'atterrissage sur le cadavre. Son sens de l'odorat se situe sur ses petites antennes et celui du goût est localisé à l'extrémité de sa trompe. C'est la mouche qui a inventé la fermeture éclair. En effet, pour dissoudre la nourriture, car elle ne peut rien manger de solide, la mouche Calliphora envoie sa salive qui suinte à travers les multiples fermetures éclairs de sa trompe. Chaque patte fonctionne également comme une bouche. C'est pour cela qu'elle piétine longuement la nourriture, pour la goûter. Elle peut déjeuner dans n'importe quelle position grâce à des griffes, des ventouses et des poils microscopiques parfaitement adhésifs. Philippe est médecin légiste. Il était au Kosovo pour rechercher les preuves nécessaires au tribunal international de La Haye sur les circonstances du génocide. La spécialité de Marcel est bien sûr déterminante. Donc Marcel, celles-ci sont les premières mouches qui sont arrivées sur le cadavre. Oui, ce sont les mouches bleues qui arrivent immédiatement sur un cadavre exposé à l'air libre. Exposés à l'air libre, ça veut dire qu'ils sont restés plusieurs jours à l'air libre avant d'être enterrés? Oui. Ok. Et ces mouches-ci? Ceci sont des mouches minuscules qui pénètrent dans le sol jusqu'à un cadavre enfoui, même s'il est à 1 mètre de profondeur. 1 mètre de profondeur. Ça, c'est intéressant, parce que j'ai vu des nuages de mouchettes au-dessus des charniers, donc ça me permettrait de localiser le cadavre qui se trouve en dessous. Oui. Dorénavant, si les murs ont des oreilles, les cadavres ont eux aussi leurs antennes. Certaines mouches passionnent tellement les scientifiques qu'ils ont fait de la mouche du vinaigre, la drosophile, l'espèce la plus étudiée du monde animal. Cette mouche constitue un matériel de laboratoire idéal. Elle comporte des cellules identiques à celles de l'homme et se reproduit rapidement, une génération toutes les 3 semaines. Pour les besoins de telle ou telle recherche, le patrimoine génétique de la drosophile peut facilement être manipulé, d'où la création de nouvelles races de mouches, les mutantes. Certaines mutantes ont ainsi une patte à la place d'une antenne ou des ailes atrophiées. Aujourd'hui, des milliers de mutantes sont ainsi brevetées comme n'importe quelle autre invention. On doit ainsi aux mouches la découverte de gènes de nombreuses maladies génétiques. On lui doit aussi le Viagra. Et peut-être demain, un pas vers l'immortalité et la compréhension de l'attirance sexuelle chez l'homme. Top, accouplement. Ah ouais, c'était trop bien. Là. Dans la cour, ouais, c'est pas mal. C'est assez rapide, une petite latence. Combien? Sympa. Je sais pas, 2 minutes? 2 minutes, 2 minutes et demie, ouais, c'est bon. On passe au suivant. Depuis 2 ans, les ébats sexuels des mouches de Fanny sont sur écoute. Étonnant, les mouches chantent avec leurs ailes. C'est la première cour qu'on avait enregistrée, ça? Ouais, c'est la première, femelle mature. Et puis, oh la vache, ça c'est la femelle. Ouais, bon, elle n'a pas accepté le mâle. Il est vraiment gros. Hein. Ouais, il est très très beau. Le mâle, il reprend la cour après, ouais, un petit peu. Ouais. Il a fini par s'accoupler ou pas? Oui, ça, c'est 2 minutes et demie, je crois. Hein. C'était assez rapide quand même, mais il chante beaucoup, donc... Comme chez beaucoup d'animaux, ce sont les phéromones sexuelles, substances odorantes qui déclenchent et orchestrent la cour amoureuse. Le mâle commence par tapoter le derrière de sa compagne, de façon à vérifier à son odeur parfumée s'il a bien affaire à une demoiselle.
Puis il fait chanter ses ailes pour séduire la belle et se met à lécher ses organes sexuels. La nature du bouquet lui a donné le feu vert pour courber l'abdomen. Le nez sexuel n'est pas seulement une affaire de bête. C'est ce qui pousse Fanny et JF à travailler sur la personnalité érotique des mouches. Si les phéromones des femelles servent à stimuler les mâles, les phéromones des mâles freinent les pulsions homosexuelles. JF utilise 2 techniques pour comprendre l'influence du cerveau et des odeurs sur la parade amoureuse des mouches. La première consiste à féminiser le cerveau d'un mâle. Celui-ci fait alors aussitôt la cour à un autre mâle en essayant de le sodomiser. La deuxième a pour objectif de parfumer un mâle avec des phéromones femelles. Ce dernier, devenu transsexuel, subit de suite la parade d'un autre mâle qui tente également de s'accoupler. Ces mâles, manipulés génétiquement ou parfumés artificiellement, sont devenus totalement bisexuels et pourtant, contrairement à l'expression, on ne sodomise pas les mouches. Car si mécaniquement les mouches tentent de se sodomiser, l'acte abouti n'a jamais été observé. Le monde de JF est un monde étrange. Un monde où les mâles se suivent à la queue leu-leu. Un monde où les femelles harcèlent les mâles. On peut se demander quelle mouche l'a piqué, mais ces travaux devraient sûrement permettre de mieux comprendre la double identité sexuelle. Si la mouche sait parfaitement faire chanter ses ailes pendant la parade sexuelle, elle est avant tout la plus perfectionnée des machines volantes. 1947. Des scientifiques américains tentent de percer le secret du vol des mouches. Les industriels de l'aéronautique attendent avec impatience les résultats pour des applications dans les stabilisateurs de vol des avions. Durant son vol, la mouche bat des ailes jusqu'à 330 fois par seconde. Tenue fermement sur une base de cire, la mouche montre l'action de ses stabilisateurs. 2 petits pistons derrière les ailes. Sans eux, la mouche volerait en rond et ne pourrait décoller. Autre perfectionnement. À l'avant, entre les yeux à facettes, 2 antennes. Ce sont les compteurs de vitesse qui mesurent le vent et transmettent en permanence l'information au système de réglage des ailes. La mouche ne décolle jamais si la vitesse du vent est trop élevée. Ces poils, sur le dessus et sur les rebords des ailes de fuite, améliorent le passage de l'air. Tout est conçu jusqu'aux différentes structures des ailes pour éviter les turbulences. Les yeux d'une mouche sont constitués de 3000 lentilles individuelles qui lui permettent de voir sur 360 degrés. Seuls les mouvements sont perçus de façon très précise. Elle les décompose comme un ralenti de cinéma. La mouche gère alors 200 images par seconde, tandis que notre œil n'est capable de séparer que 12 images. C'est pourquoi il est si difficile de l'écraser contre une vitre. Depuis 25 ans, cet homme espionne les yeux des mouches. Son obsession est de comprendre leur fonctionnement pour reproduire leur vision dans des circuits électroniques. Cette boule en équilibre, que la mouche fait tourner, permet d'enregistrer l'activité de ses neurones, ses circuits nerveux, dont notamment ceux de sa vision. Le bruit enregistré correspond au travail des neurones visuels. Le professeur Franceschini les déchiffre un par un pour déterminer ce qui permet à la mouche de détecter les mouvements et ainsi d'éviter les obstacles.
À partir de la connaissance de la vision chez la mouche, on ouvre la voie peut-être à un champ d'application assez considérable qui va du domaine des voitures sans pilote, aux avions sans pilote, aux fusées sans pilote, etc. Or, à bord de tous les insectes, il y a dans la tête le propre pilote automatique qui est capable de guider ces créatures. Donc c'est là où l'on peut en venir, c'est-à-dire installer dans tous les véhicules que l'homme sait construire aujourd'hui, un véritable pilote automatique basé sur des yeux. Fine Mouche, le robot du professeur Franceschini est capable de se déplacer à vive allure, sans se cogner, dans n'importe quelle forêt d'obstacles. La plupart des robots mobiles conçus ces dernières années ne fonctionnent pas avec leurs yeux, mais avec leurs oreilles, ou plutôt grâce au sonar, ce qui les empêche de se déplacer à une allure acceptable. Le professeur Franceschini n'est pas homme à courir comme une mouche sans tête. Il vient de terminer RoboFly 2, un robot mouche qui ressemble plus à un appareil d'électroménager qu'à une mouche, mais promis, son prochain bébé aura des ailes. Si l'étude des mouches va permettre de concevoir les yeux des fusées de demain, dès 1967, les mouches sont allées dans l'espace. Objectif, étudier leur comportement sur des végétaux hors apesanteur. Les mouches auraient-elles de l'avenir dans l'agriculture ? Peter aime les mouches, Peter aime les fleurs. Sans les insectes qui transportent le pollen d'une fleur à l'autre, 80% des fleurs disparaîtraient de notre planète. L'assiduité du travail des abeilles est proverbiale, mais pour Peter, les abeilles sont trop sélectives. Quant aux mouches, on en est sûr, elles se satisfont de n'importe quel parfum, même quand ça ne sent pas la rose. Les mouches butineuses mettront-elles les abeilles au chômage ? Au Moyen-Âge, pour le peuple, les mouches qui détruisaient en masse les récoltes étaient la manifestation du démon ou une punition de Dieu. L'eau bénite était alors commercialisée comme insecticide. Si l'insecticide sacré, les messes et les processions ne venaient pas à bout des ravageurs ailés, seul un tribunal ecclésiastique pouvait excommunier les mouches pour sauver les hommes. Pour les plaignants, la procédure était longue et onéreuse. Les mouches avaient leurs avocats qui partageaient avec les juges un discours que le peuple, pas plus que les mouches accusées, ne pouvait comprendre. Si les mouches sont associées au mal, c'est qu'elles nous mettent face à notre mort, face à une certaine forme de monstruosité. Mener une vie normale après amputation de plusieurs membres, s'accoupler et pondre des œufs en étant privé de sa tête, déambuler sans grande gêne avec 2 pattes et une seule cuisse, voilà de quoi est capable la mouche. Trois enfants sur 4 viennent au monde avec comme premier compagnon une mouche. Pour les psychiatres et les historiens, la mouche est l'un des animaux qui frappe le plus notre inconscient. La mouche inspira ainsi de nombreux artistes, écrivains, poètes et peintres. À la Renaissance, les mouches sont particulièrement abondantes dans la peinture italienne et hollandaise. Elles sont devenues un trompe-l'œil à la mode, adopté par les artistes soucieux d'afficher leur modernité. La mouche symbolise le côté éphémère de la vie et mêle le satanique au sacré. Your attention, please. Passengers for Sacred Heart.
Aujourd'hui, l'homme utilise toujours la mouche comme trompe-l'œil. Objectif, viser la mouche avec son jet. Cet homme se fait appeler dictateur artistique. Il est vrai que sa matière première n'est autre que des milliers de mouches élevées pour être tuées. Pour Jean-Marie Gérardin, ce tueur de mouches, ses œuvres ne sont pas des blasphèmes à Dieu ni aux hommes, mais seulement un matériau qui lui permet d'exprimer ses visions macabres. Ces précieux cadavres sont entassés par milliers dans un coffre en attendant de ressusciter dans ses œuvres. Nées pour mourir, les mouches du dictateur artistique sont tuées dans des hécatombes programmées. Tous les cadavres sont triés avec minutie. Les corps déformés ou rachitiques sont systématiquement écartés. Ce travail de maniaque n'a pas de vision mercantile, mais un destin obsessionnel. Tout a commencé par une vision d'enfant. J'ai vu le versant d'une grande tente de l'armée couvert d'insectes grouillants. Et cette image m'est toujours restée. Je suis d'accord avec les critiques qui ont écrit sur mon travail par rapport au génocide. Lorsque le gaz pénètre dans la pièce, c'est chacun pour soi. Et on cherche la sortie. Les plus faibles sont écrasés par les plus forts et c'est atroce. Et puis il y a cris, il y a hurlements, il y a chiris. Je voyais tout ça à travers les mouches. Les œuvres de Gérardin sont dédiées à toutes les hécatombes humaines, là où les hommes sont tombés comme des mouches. Le reflet du visiteur devient un regard partagé sur la mort. Les vernissages du dictateur des arts ressemblent à des mises en bière dédiées au peuple des mouches. Dans les années folles, les mouches furent montrées comme artistes de cirque. On prétendait même qu'elles auraient pu concurrencer les puces de cirque. Si la mouche domestique est la plus présente dans l'esprit des gens, il existe pourtant plus de 80 000 espèces connues. Et l'on pourrait en découvrir de nouvelles tous les jours, tellement elles ont colonisé tous les biotopes. Celle-ci a même perdu ses ailes. Il est vrai qu'elle vit sous des latitudes où le froid est extrême. La nourriture est si rare qu'il ne faut pas gaspiller ses calories à voler. D'autres ont trouvé leur paradis dans des sources d'eau chaude, dans les mares à pétrole et même dans les lacs alcalins. Des millions de petites mouches éphidras ont choisi comme biotope les lacs salés de la Californie où, à cause des conditions climatiques extrêmes, existe peu de prédateurs. Si les mouches n'ont pas encore trouvé de parade contre les mouettes,
elles ont trouvé la solution pour se nourrir de l'unique ressource des lieux, des algues microscopiques qui réussissent à pousser dans ces eaux mortes. Elles ont inventé pour cela la plongée, avec comme scaphandre individuel une bulle d'air qui leur permet de respirer sous l'eau et qui leur donne cet aspect chromé. Les mouches aquatiques ne connaissent aucune concurrence pour la nourriture, ni le danger des araignées. Leur population est en explosion, mais les mouettes veillent. Autrefois, le plus gros prédateur des mouches aquatiques n'était autre que l'homme. Les Indiens appréciaient leur qualité nutritive et leur goût. La récolte était si importante qu'elle remplissait toutes les hottes. Pedro pratique la pêche aux mouches, avec laquelle il fait vivre ses 12 enfants. Aujourd'hui, ce lac mexicain est asséché et Pedro ne pêche plus guère que dans les quelques canaux qui restent. Heureusement, car il pense prendre sa retraite. Comme tous les anciens, Pedro a su mettre quelques mouches de côté, et il cuisine encore avec sa femme des galettes aux mouches qu'ils vendront au marché. Pour qu'elles soient bien conservées, les mouches ont été préalablement séchées, puis elles sont moulues finement au pilon. La poudre obtenue est mélangée avec des œufs et roulée afin d'obtenir cette forme, qui ne manquera pas d'évoquer pour ces mouches domestiques un aliment plus quotidien. Cette femme n'est pas une cliente ordinaire. Julieta est docteur et insectivore. Elle se bat pour faire reconnaître les valeurs nutritives des mouches cuisinées. Il existe rien qu'au Mexique, plus de 300 espèces d'insectes comestibles. Certains plats, héritage de la culture préhispanique, sont préparés à base de larves de mouches, grillées en sauce ou en salade. Les anciens Mexicains mangeaient les mouches aquatiques pour leur goût. Malheureusement, aujourd'hui, les habitudes alimentaires de la population ont changé pour un mode à l'américaine. C'est dommage, car ces mouches-là contiennent 50% de protéines de plus qu'un hamburger. Leur digestibilité est 5 à 6 fois supérieure et c'est délicieux. Mon combat est de démontrer que les mouches, les insectes, sont une solution d'avenir pour lutter contre la famine dans le monde. Mais les préjugés sont nombreux, même si dans les écrits des civilisations préhispaniques, les mouches sont déjà présentées comme une solution. D'après certains experts, la population de la Terre va doubler d'ici 2015 pour atteindre 12 milliards d'individus. Une partie de la planète sera dans l'incapacité de se nourrir. Paradoxalement, les insectes abondent autour de nous et représentent un réservoir illimité en protéines. Julieta vérifie scientifiquement la valeur nutritive de tous ces plats. Elle est convaincue qu'une ratatouille d'asticots peut se comparer à la crème fraîche. Pour décider les plus récalcitrants, Julieta vient d'éditer un livre de recettes des plus variés. Bon appétit! Je suis une mouche.